جامعة محمود الماطري أول جامعة خاصة مختصة في العلوم الشبه الطبية. جامعة محمود الماطري، الامتياز والالتزام. Bonjour à tous et bienvenue au cycle de conférences organisé par le laboratoire Acilia Pola de l'université Mahmoud El-Madri. Retour sur la médecine arabe et tunisienne, savoir, acteurs et pratiques du soin. Alors après une première escale lors de la conférence précédente dans l'Antiquité, à la découverte des savoirs, des acteurs et des pratiques médicales à Carthage, nous allons pour cette troisième séance de notre périple chronologique autour du bassin méditerranéen effectuer un détour par la médecine arabe médiévale, plus précisément au 9-10e siècle, dans les hôpitaux de Raï et de Bagdad, qui ont un temps été dirigés par l'un des plus grands médecins du Moyen-Âge, Mohammad Zakaria al-Razi. C'est Razi qui fera l'objet de la communication présentée aujourd'hui par Dr Mernaz Katouzian-Safadi. Dr Mernaz Katouzian-Safadi est biochimiste et historienne de la médecine et de la pharmacie. Elle est chercheure au CNRS, équipe Sphère, l'université de Paris. Et c'est une spécialiste de Razi. Alors là, c'est un médecin qui a une œuvre plurielle. On pense par exemple à ses travaux en alchimie, en pharmacie, et également sur la santé mentale. D'ailleurs, l'hôpital spécialisé en psychiatrie de la Manouba, en banlieue ouest de Tunis, porte son nom. Mais notre conférencière nous invite aujourd'hui à porter un nouveau regard, plus particulièrement sur l'un de ses travaux majeurs, à savoir celui sur Al-Jodri ou Al-Hasba, la rougeole et la variole. Je remercie encore une fois Mernaz Katouzian-Safadi d'avoir accepté notre invitation et je lui laisse la parole. Je vous remercie pour l'organisation de ces conférences sur l'histoire de la médecine. Je remercie Meissa Bensat pour cette initiative qui permet de rapprocher les recherches en histoire des pratiques médicales et dans le milieu des praticiens. Avant de commencer des recherches en histoire des sciences médiévales et de m'intéresser à l'histoire de la thérapie à l'époque médiévale, j'ai travaillé au CNRS comme biochimiste et comme biophysicienne sur un virus à ARN et puis sur des protéines régulatrices d'activation de certaines séquences d'ADN sur les bactéries. Pour commencer les recherches en histoire de la thérapie médicamenteuse, j'ai dû entreprendre des études en histoire et en histoire des sciences. Je me suis alors intéressée aux textes rédigés entre 900 et 1500 après Jésus-Christ, surtout les textes rédigés en arabe et en persan. Ma double formation me permettait de lire ces textes avec un regard de scientifique en prenant les précautions nécessaires aux études historiques. Ces deux formations m'ont permis d'avoir un regard attentif sur les pratiques thérapeutiques à l'époque médiévale. Le point qui était à comprendre, c'était l'efficacité de ces pratiques dans un cadre conceptuel spécifique du 9e-10e siècle. Cette question nous amène à saisir l'adaptation permanente des pratiques aux données du terrain à cette époque. J'ai très tôt remarqué qu'il y avait en permanence un échange, une négociation, une adaptation entre les acquis théoriques, les concepts d'un côté et les observations de l'autre côté. Ce point est essentiel. J'ai pu ainsi constater la finesse des observations des savants pharmaciens ou médecins, leur patience à rassembler les résultats et leur courage à signaler les contradictions et les doutes. Sur cette diapo, je vous présente brièvement l'ensemble de ce que je vais présenter, c'est mon plan. En bas de l'écran, ici, vous voyez une revue qui est faite en 2004, mais c'est toujours valable par Glean et qui rassemble un peu les données à l'échelle mondiale sur la variole particulièrement. Donc voilà le plan. Je vais présenter d'abord le cadre théorique du temps passé à l'époque médiévale, du présent et les perceptions que ces maladies graves provoquaient chez la population. Ensuite, je vais examiner le traité. Je parlerai de l'étiologie, du diagnostic différentiel et des thérapies proposées. Le troisième point sera l'importance de l'environnement psychologique, physique et milieu de vie. Et enfin, je parlerai de l'histoire de traités, les traductions, les influences et les transferts de savoir. L'œuvre que je vous propose d'étudier illustre fort bien mes propos concernant les traitements proposés par le traitement et savant Razi
dans 2 maladies infantiles et fort dangereuses, la rougeole et la variole. Nous constatons un recadrage des concepts par rapport à la thérapie. Je travaille sur ce sujet depuis longtemps et je mettrai au fur et à mesure les références de mes publications à votre disposition. Donc, commençons d'abord par le cadre théorique, passé, présent et les perceptions. Le cadre théorique à l'époque médiévale, c'est la théorie humorale. 4 humeurs circulent dans le corps et leur déséquilibre amène les maladies. Sur la base de 4 éléments et des 4 qualités qui leur sont associées, chaud, froid, humide, sec, le médecin apporte à chaque fois un traitement à l'opposé de la qualité qui est en excès dans le corps du malade. Ce résumé simplificateur nous détourne de la réalité des problèmes. C'est pour illustrer ces propos que nous verrons plus loin comment Razi propose une étiologie et comment il propose des solutions thérapeutiques. Donc voilà, ce cadre n'est pas le cadre d'action du médecin. On va passer maintenant aux théories actuelles. Alors, pour ne pas faire une analyse du passé avec les données du présent, une façon de se prémunir des erreurs dans l'analyse historique, c'est justement dans un premier temps établir les connaissances actuelles pour mieux les circonscrire dans nos pensées au départ. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on sait de la rougeole et de la variole aujourd'hui? Très brièvement. L'agent de la rougeole est un virus à ARN de la famille des paramyxovirus. C'est un virus à ARN négatif. La rougeole est une infection éruptive aiguë et touche principalement les enfants à partir de 5-6 mois. L'infection est immunisante et provoque de fortes fièvres. Les taches rouges, peu saillantes, sont généralisées à tout le corps. L'éruption débute au visage avant de s'étendre au reste du corps et des démangeaisons sont fréquents. Le signe de Koplik est un signe pathognomonique de la maladie, c'est-à-dire qu'à lui seul, il suffit de faire le diagnostic de la maladie. C'est intéressant de savoir que ce signe, on ne parle pas de ce signe, c'est un signe qui disparaît très rapidement. Les infirmités sont nombreuses, comme la cécité et de nombreuses encéphalopathies. Il y a eu des épidémies de rougeole dans les années 2000 en France et qui étaient dues probablement à une insuffisance de couverture vaccinale. Parlons de la variole maintenant rapidement. C'est également un virus à ARN qui appartient à la famille des poxvirus. C'est un virus à ADN double brin. Les symptômes apparaissent 12 à 14 jours après l'infection et les symptômes sont les suivants: la fièvre, les maux de tête, un état d'abattement ou de dépression totale, de graves douleurs dorsales et parfois des douleurs abdominales et des vomissements. Après 2 à 3 jours, la température comparée s'abaisse et une éruption commence. Vous voyez que les signes que je donne aujourd'hui pour ces maladies correspondent à peu près aux descriptions que nous allons voir plus tard et que nous retrouvons ces mêmes descriptions. Évidemment, les textes médiévaux ne parleront pas de l'agent pathogène viral, mais nous voyons que ces signes sont détectables, quelle que soit notre position et notre temporalité. Pour la variole, on parle souvent de la variolisation, qui a une longue histoire millénaire. Il s'agit d'inoculer avec la substance suppurante des vésicules d'un malade une autre personne saine. Alors, bien sûr, cette variolisation peut poser beaucoup de problèmes selon la charge virale et l'activité du virus. Je vais dire 2 mots de la perception de ces maladies. Ces maladies laissent des traces à vie sur le corps et ils sont décrits aussi bien dans les textes littéraires que dans des dessins et des miniatures. Je rappelle ici un texte du savant Al-Jahez, qui est mort en 869. C'est un polygraphe de l'époque abbasside ayant vécu au siècle des grands changements politiques et philosophiques. Il est l'auteur d'ouvrages décrivant la vie de sa société et peignant les vices moraux, les handicaps, les pratiques sociales.
Dans son ouvrage Kitab al-Bursan wal-Urjan, Al-Jahiz analyse avec empathie et réalisme les effets des maladies handicapantes sur la destinée sociale des personnes atteintes. Ici, vous avez la référence de l'article qui est faite sur ce sujet. Dans les premiers chapitres, Al-Jahiz examine les maladies de la peau comme la gale, le vitiligo, la lèpre, la variole. Il souhaite prouver par des exemples que malgré les marques et les déformations sur la peau, les personnes atteintes peuvent s'insérer dans la société, accéder à des positions importantes et avoir de grandes capacités morales et intellectuelles. Ces vœux de Jahiz montrent que la vie des malades survivants était difficile à cause de ces séquelles. Il révèle la peur de ces maladies au sein de la population. En effet, ces maladies, surtout la variole, défigurent complètement le visage et le corps. Ici, nous avons une miniature qui illustre sur le personnage que vous voyez à votre droite les signes de l'éruption des vésicules de la variole. Ces dessins et miniatures restituent ces peurs en les représentant. Cette peur a persisté au cours des siècles et Dols, qui est un chercheur qui est mort dans les années 2000, nous révèle certaines de ces manifestations à des époques bien après Al-Jahiz. Malgré la persistance de cette peur, Al-Jahiz et les textes médicaux que j'ai étudiés, y compris celui de Razi, n'évoquent jamais l'implication des forces surnaturelles dans le processus de la maladie. Les causes évoquées à l'origine des maladies sont sublunaires, physiques, internes ou externes. Les causes surnaturelles sont donc éliminées. Je vais maintenant passer à l'examen, au point 2 de notre plan que je vous avais présenté, c'est-à-dire à l'examen du traité de la rougeole et de la variole. Pour ces maladies, il fallait proposer un cadre pour l'étiologie de ces maladies, un cadre conforme aux observations et aux théories et aux concepts en vigueur à l'époque. Au chapitre 1er, Razi rappelle que les enfants sont beaucoup plus sensibles à ces maladies que les adultes. Pour proposer une étiologie, il fait appel à 2 registres. D'abord, la théorie humorale et ensuite à ses propres observations dans le domaine de l'alchimie et de la cuisine. Les phénomènes comme la fermentation, la cuisson, l'ébullition sont mis en contribution. La chimie de la matière intervient pour expliquer l'étiologie. Les voies de la transformation des jus extraits de fruits tracent l'image heuristique de la maladie et échafaudent l'évolution de la construction de ce cadre étiologique. Ainsi, Razi trace le chemin de l'évolution de la maladie en usant d'abord de la théorie humorale, c'est-à-dire l'assèchement du corps en passant de l'enfance à la situation d'une vieille personne, chaleur importante chez l'enfant et baisse au cours de la vie et une digestion accélérée chez les jeunes par rapport aux plus vieux. Il fait ensuite des comparaisons, d'autres comparaisons. Il visualise les transformations de la matière dans le domaine de la cuisine et de l'alchimie. Il faut rappeler que Razi est un praticien de l'alchimie. Il associe les modes d'argumentation des 2 branches de l'alchimie et de la... Voilà. Ici, j'ai résumé sur cette image l'ensemble de ce que je vous ai dit oralement. Regardez d'abord le bas du tableau. Voilà l'image que Razi a probablement vue de ses yeux plusieurs fois puisqu'on gardait des jus de fruits dans les maisons autrefois. Le sang de l'enfant, il le compare à un jus de fruits. Il l'appelle Osara et avec ses qualités qui sont immatures. Si vous avez conservé dans une bouteille de jus de fruits fermé, vous verrez qu'une ébullition commence à l'intérieur, c'est un échappement de gaz va commencer et ce jus de fruits, pardon, de jus de raisin, se transforme lentement
a du vin qu'on appelle sharob et qui a des qualités stables. Si on laisse le phénomène de la fermentation poursuivre, cela rappelle à Rosie le sang des vieux qui ressemble au vinaigre et dans ce cas-là, c'est stable. C'est ce schéma essentiel et fondamental qui accompagne Rosie dans sa transformation et dans sa violence tout au long des soins qu'elle apporte à ces malades. Parce que si vous gardez un jus de fruits dans une bouteille fermée, vous verrez qu'une ébullition commence, on voit une petite formation des bulles et après, si on n'ouvre pas un peu, on a une explosion. L'explosion provoquée par ces gaz, dans l'image, dans la tête de Razi, évoque ces éruptions difficiles à contrôler sur l'ensemble du corps et qui provoquent d'énormes souffrances. Donc, quand nous revenons maintenant au corps de l'enfant et aux théories tumorales, on sait que au cours de la vie, on assiste à un assèchement du corps. Il y a une putréfaction qu'on appelle ofuna. Le sang de l'enfant doit subir une cuisson qu'on appelle tapre. Au cours de ce tapre, il y a une perte de chaleur. Le jeune enfant devient un jeune adulte. Et avec l'âge, il perd cette force et devient un corps de vieillard. Les phénomènes qu'on rencontre sont l'ébullition, le bouillonnement, nashish, et la maturation, nazj ou ravam. Et au début du phénomène, on assiste à un inqalab, une transformation totale qui peut aboutir ou à l'évolution lente du corps, ou si le médecin n'est pas là et la maladie arrive, à l'éruption de ces boutons. Je vous dis que dans mon exposé, le tableau les règles de translittération internationale ne sont pas toujours respectées par facilité pour le diaporama qui déforme parfois ces signes. Ce que je vous ai exposé est résumé dans ces travaux, dans cet article que vous pouvez obtenir. Donc, ce tableau comparatif permet de nous rendre compte de ce que Rosie fait entre les deux maladies, la rougeole et la variole, pour faire un diagnostic différentiel. Il faut ici que je rappelle un point essentiel, c'est que nous sommes dans le cadre des médecins qui travaillent dans les villes. La parenthèse que je voulais ouvrir concerne Ibn Khaldoun, l'historien important du XIIIe, XIVe siècle. Ibn Khaldoun rappelle, lorsqu'il définit les différents métiers et parle de la médecine, il rappelle que la médecine des grands savants, comme Avicenne, Razi, etc., est une médecine de ville. Pourquoi il dit ça? Parce que le médecin est présent avec un grand nombre de patients en face de lui. C'est ce qui lui permet de faire des comparaisons, de faire des diagnostics différentiels. Et il était important de rappeler ce point. Donc, Rosie vit dans un milieu où les témoignages des maladies sont nombreuses et il peut comparer. Revenons maintenant à notre tableau et intéressons-nous à la partie inférieure. Nous voyons que nous avons donc, voilà, je vous ai mis ici la variole et ici la rougeole. Et vous voyez que là, par rapport au début de mon exposé, on retrouve ce que Rosie décrit dans son texte et ce que j'ai dit des symptômes constatés par les médecins aujourd'hui. Donc, la variole provoque une fièvre forte, des frissons, des maux de tête, des nausées, une inquiétude forte, l'état psychologique de la personne malade est totalement atteinte, des douleurs dans le dos et sur la peau, on voit l'apparition des petites vésicules, des pustules. Où apparaissent ces virus? C'est d'abord sur le visage, sur les paumes de la main et
si ces pustules, on ne peut pas les soigner, les assécher, les apaiser, ça peut donner des hémorragies. Regardons maintenant ici la rougeole. Il y a énormément de choses en commun, donc le médecin doit être très observateur pour distinguer les deux. Il y a une inquiétude extrême aussi. Rosie signale que dans le cas de la rougeole, l'inquiétude et les cauchemars sont encore plus fréquents que dans le cas de la variole. Il parle aussi des éruptions, des exanthèmes, et qui apparaissent d'abord sur le visage, puis sur tout le corps. Donc, là, vous avez les termes, donc la variole al-Jodari, la rougeole al-Haspa, et vous avez les termes en d'autres langues, obélé, sorrak, et en anglais, smallpox, measles. Cette partie de travaux sont résumés ici. Pardon. Voilà. Donc, cet article résume mes derniers propos. Nous avons vu le cas des diagnostics différentiels que Rosie a pu faire dans il met à l'écrit ses observations. Et maintenant, parlons un peu de la thérapie. La thérapie suit absolument cette image étiologique catastrophique, rapide, qui peut aboutir à un envelope, à une transformation de corps, à un phénomène d'explosion incontrôlée. Ce que Rosie préconise face à cette ébullition, cet échauffement, c'est le refroidissement. À l'époque médiévale, il y avait une discussion. Tous les médecins ne proposaient pas le refroidissement du corps. Certains, ils sont énormes, le nombre de médecins du monde médiéval arabo-musulman qui préconisent le refroidissement. Mais il faut savoir que cela n'était pas général à des temps plus proches que nous. Par exemple, pensons au pauvre Louis XV, le traitement était parfois à l'enfermement, c'est-à-dire au lieu de laisser ces pustules à l'air, les soigner, assécher, provoquer une détente chez le malade, au contraire, on enfermait, on couvrait, on échauffait le corps du malade en imaginant que cela allait accélérer et allait guérir le malade. Louis XV est mort dans une grande souffrance. Tout son corps était pansé. Il y a un chercheur d'Armont qui a fait sa thèse sur le traitement de Louis XV. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, le traitement de Rosie passe par un apaisement du corps malade. Il suggère d'éloigner le malade et de le garder dans des endroits frais de la maison. Autrefois, il y avait souvent dans l'entourage des maisons un coin frais qui servait pendant les étés très chauds. Et il propose de conserver la personne malade comme ça, faire un lit avec certaines plantes et laisser dans différents coins de la pièce des plantes qu'on savait avoir la faculté d'assainir l'air. Voilà, ces deux articles rassemblent l'ensemble des traitements thérapeutiques que Rosie propose. Il faut dire ici que au niveau médicamenteux, les traitements que Rosie propose sont des choses simples. Il n'innove pas dans les traitements. Il prend dans les traitements de ses collègues anciens, que ce soit des Grecs,
ou des savants arabes dont il avait les manuscrits, il n'innove pas, il n'utilise pas beaucoup de médicaments composés, les traitements sont plutôt simples. Il porte une grande attention à l'alimentation de la personne malade. Les jus de fruits sont énormément utilisés. L'alimentation de la personne malade est très, entre guillemets, léger, ça veut dire avec une digestion simple, tout en veillant à ce que le malade ne s'épuise pas et qu'il ait assez de force pour résister. Donc, c'est un ensemble. Je ne peux pas dire il guérit avec tel médicament. C'est un ensemble de conditions de bien-être en tenant compte de son état psychologique. Il insiste beaucoup sur ce point, que la rougeole et la variole affaiblissent énormément psychologiquement la personne malade et il faut arriver que l'entourage le soutient. L'autre danger, c'est que ces boutons, ces pustules arrivent au niveau des yeux. Et c'est très intéressant parce que dans un des textes, nous allons voir un exemplaire de ce manuscrit, dans un de ces textes, il insiste, bien que Rosy était un très grand médecin, il dit qu'une femme amène un enfant avec beaucoup d'angoisse et sans certitude chez moi. J'ai regardé, j'ai vu que la femme était angoissée, qu'il avait des doutes sur ma façon de traiter l'enfant. J'ai commencé à regarder les yeux de l'enfant et il a commencé à mettre certains collyres pour, on dirait aujourd'hui désinfecter, mais en tout cas pour nettoyer les yeux de l'enfant. Et cela a rassuré l'accompagnatrice qui alors a laissé l'enfant entre les mains de Rosy pour le soigner. Ce point qui est noté dans les notes personnelles de Rosy et pas dans un livre à destination de tout médecin, ce point est important parce que ça rappelle les peurs dont je vous ai parlé. Lorsqu'on accompagne une personne chère auprès de malades, même un médecin comme Rosy ne bénéficie pas totalement de la confiance de la personne accompagnatrice. Il fallait faire des preuves. Donc le soin porté aux yeux était une des preuves. Et je rappelle ici, bien sûr, qu'il y a des tas de cas de personnes qui décèdent entre les mains des médecins. Et les savants les notent. Bien sûr, ils ne soignaient pas tout le monde. Il faut juste savoir qu'ils diminuaient le nombre de morts, qu'ils diminuaient les souffrances et qu'ils évitaient parfois l'attaque des yeux et le fait que la personne malade devient aveugle. Donc voilà, il ne faut pas imaginer des guérisons totales. Je vais maintenant vous envoyer à ces références pour voir plus en détail c'est la thérapie de Rosy. J'attire votre attention sur un point, c'est le terme prudence. Rosy réserve un passage spécifiquement aux médecins qui lisent ce traité en disant qu'il faut être prudent, qu'il faut attendre de voir les signes, il ne faut pas agir dans la précipitation, mais lorsqu'on est sûr d'établir à peu près le schéma évolutif, là le médecin doit agir. Et il dit au médecin qu'il ne faut pas être fier de ton savoir théorique, attends et observe, rassure la personne malade avant d'intervenir. Je vais parler maintenant d'un autre point qui vient d'un autre champ de recherche, mais que, comme je vous ai dit, j'ai rencontré ça fréquemment dans ce texte étudié. Il s'agit de l'importance de l'environnement. L'environnement proche, ça veut dire la pièce, le lit, l'espace où le malade doit se reposer. L'environnement psychologique, les personnes qui accompagnent la personne malade. Parfois, l'isolement, même si ce terme n'est pas employé, mais l'éloignement du corps malade. Et enfin, je vais parler des phénomènes extérieurs plus importants. Rosy réserve un chapitre pour dire comment, quelles conditions atmosphériques, quel genre de succession de saisons peuvent accélérer la propagation de la variole. Et il détaille des événements qui peuvent se produire au printemps, l'été,
et l'automne, ces successions d'événements, ça veut dire le passage de chaud au froid, le genre de pluie que nous avons pendant ces périodes-là peuvent produire éventuellement une épidémie de ces maladies. Alors, sur le terme épidémie, les articles sont très longs. Il y a de très grands travaux pour expliquer comment on nomme ces maladies qui se propagent rapidement. Il y a, voilà, il y a le terme wafat, il y a le terme ta'un, tawain, qui est plutôt utilisé pour parler de la peste, et d'autres termes comme le vaba pour d'autres formes de maladies qui circulent. Mais ça, c'est une étude à part. Et de nombreux chercheurs ont passé leur temps à détecter ces façons de nommer les épidémies. Donc, je reviens maintenant aux effets environnementaux. Voilà. Je vous parle de cela grâce à ce travail de longue haleine que nous avons mené dans notre équipe pendant plusieurs années, qui a abouti à la publication de ce livre. Et dans l'article que vous voyez ici à côté, nous parlons de ce lien qui existe entre les tempéraments d'une personne et les tempéraments de ce milieu, et l'importance de la succession des saisons, et comment les médecins pouvaient guetter l'arrivée, l'éruption de certaines maladies. Le passage que je vous montre maintenant ne vient pas du texte Al-Hasbib al-Jodari, mais il vient d'un autre texte qui était plus adressé aux médecins débutants. Mais la présence de ce texte dans un ouvrage destiné aux médecins débutants montre l'importance de la situation atmosphérique aux environs d'une ville et d'une maison et d'une personne malade. Donc, nous voyons que dans certaines conditions atmosphériques, le nombre de varioles, le cas de rougeole et la peste se multiplient. Dans ce cas, il faut se réfugier dans de profonds souterrains. Je n'ai pas changé la traduction de ceux qui ont donné cette traduction, mais en fait, souterrain, c'est pas des caves noires, hein, c'est des espaces de vie qui existaient dans les villes. Après l'assèchement des lieux, disposer des lits, aménager des pièces à l'abri de l'air miasmatique environnant, asperger tous les endroits avec du vinaigre et brûler de l'oliban, des feuilles de myrte et de cyprès. L'emploi fréquent du vinaigre dans le manger et le boire est recommandé. Alors aujourd'hui, ces précautions nous paraissent très simplistes, mais nous voyons que nous avons d'abord un éloignement et puis des produits très simples. Et ces produits sont nombreux, hein, j'ai juste retenu ces deux-là, mais des différents produits dont on sait qu'ils provoquent un certain assainissement de l'environnement. Il y a d'autres méthodes pour assainir l'eau et l'alimentation, mais je pense que ce passage était important de citer. Ça, c'était l'essentiel en ce qui concerne la thérapie dans le traité Al-Hasbib al-Jodari. Je vais vous dire un mot rapidement sur l'introduction. Les savants médiévaux, et Razi est un parmi tant d'autres, étudiaient les sources de leurs prédécesseurs avant de rédiger un traité. C'est-à-dire, ils nommaient ce que les anciens, grecs ou arabes, ou d'ailleurs, ont cité, ont dit à propos d'une maladie, et ensuite seulement, ils se mettaient à écrire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui lorsqu'on écrit un article. On fait un état de la situation bibliographique. Et ce traité-là montre ça. Mais je vous le dis, Rosie n'est pas le seul à le faire. Les savants se devaient
avait l'obligation de le faire parce qu'ils vivaient dans un milieu où les opinions critiques étaient nombreuses et n'importe qui pouvait être montré du doigt s'il répétait ce que d'autres avaient dit. On a des cas où le médecin dit « je ne veux pas que vous me disiez que je répète les propos d'un tel, donc je prends ça de tel auteur et voilà ce que j'amène de nouveau ». Je parlerai très rapidement, donc là vous allez avoir une succession de diapos que je passe rapidement parce que je veux juste insister sur ce point. Avant d'écrire un traité, un auteur se doit un rappel de l'état des connaissances. Donc là, comme exemple, je donne l'introduction de ce traité. On dit, et nous allons voir à la fin de l'exposé pourquoi c'est le cas, que Jolinus, qui était admiré, un auteur beaucoup cité à l'époque médiévale, n'a pas parlé de la variole. Et Razi dit, ceux qui disent que le grand Jolinus n'a rien dit sur la variole se trompent. Moi, je connais des cas où Jolinus a parlé de ce mal. Et il nous donne des exemples. Donc, il dit, voilà, dans tel Marola, dans tel, il ne donne pas les pages, bien sûr, il s'agit des manuscrits, voilà ce qu'il dit. Et il donne une succession de 4 passages de Galien en citant à chaque fois à quoi Razi a fait référence. Et là, nous voyons que dans un cas, il donne juste un signe, un symptôme. Dans un autre cas, il donne un produit pour diminuer les toux. Et dans un autre, il fait un rappel de ce qu'il a vu. Mais au fait, Razi fait ce mise à jour pour dire ensuite, il n'en dit pas assez. Il faut établir l'étiologie. Il faut décrire les symptômes, il faut amener des remèdes, il faut dire dans quel cas ces maladies sont fatales. Voilà. Donc, cette introduction est intéressante à ce point de vue-là. Je vais dire maintenant un mot des traductions de la destinée de cet ouvrage. Cet ouvrage a été traduit d'abord en grec, donc c'était le chemin de cette traduction n'est pas clair, mais la traduction grecque existe, amputée de l'introduction, et c'était probablement pour soigner quelqu'un dans l'entourage d'un empereur de Constantinople. Il existe de nombreuses traductions latines. Pour les traductions latines, et même après pour les traductions en langue vernaculaire, il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, ces traductions se faisaient pour soigner. Ce n'était pas à des buts d'analyse d'historiens des sciences. Et enfin, très tard, ces traductions faites en latin, les premières traductions se faisaient du grec en latin et tardivement, on commence avec l'arrivée des textes arabes, les traductions de l'arabe en latin et en différentes langues vernaculaires, français, anglais, allemand, etc. Voilà. Là, je vous rappelle par cette image les peurs que suscitent, parce que les images sont nombreuses, ces maladies éruptives qui laissent des séquelles, qui aboutissent ou à la mort, ou alors, dans le cas de survie, la situation de la personne malade est très difficile. Comment chercher les sources de Razi? Il faut dire que Razi, qui cite très facilement les sources grecques, dans ce traité, il cite surtout ces sources indiennes, donc après leur traduction en arabe, et les sources de ses autres collègues, ses prédécesseurs arabes. Et comme je dis, il n'invente pas les thérapies. Il se sert beaucoup des thérapies qu'il appelle des thérapies indiennes, sans l'attribuer à une personne bien définie.
Razi a bénéficié de tous ses prédécesseurs, de la lecture de tous les textes de ses prédécesseurs arabes, que ce soit de l'Orient musulman ou de l'Occident musulman. Je travaille en ce moment, je reviendrai sur ça, bon, je vais vous le dire tout de suite, ce livre qu'on appelle Al-Hawi n'est pas un livre destiné aux médecins, ce n'est pas un livre pour que les médecins le livrent et trouvent des modes pour soigner les personnes malades. Ce livre rassemble les notes personnelles, bibliographiques et pratiques de Razi. Malheureusement, parfois on l'appelle une encyclopédie médicale, ce n'est pas le cas. C'est dans ce livre-là où nous voyons que les sources de Razi sont nombreuses. Il a habitude, Razi, comme je dis, de citer ses sources. Je travaille en ce moment sur 12 auteurs qui sont Ishaq ibn Imran et son élève Ishaq el-Israéli. Le premier, j'aimerais mieux établir les chemins qui ont suivi pour la lecture du traité de la mélancolie de Ishaq ibn Imran par Razi. Et le second, c'est surtout pour ce traité de médicaments simples. Donc, ces travaux sont en cours. Je ne suis pas la première, d'autres l'ont commencé. On sait que Razi et Ibn Beytar ont beaucoup parlé des traités des médicaments simples de Ishaq ibn Imran. Moi, je travaille sur les liens avec le traité sur la mélancolie. Il faut ici rappeler quelque chose que peut-être on a oublié, on ne dit pas assez de nos temps. Là, ce monde arabo-musulman, bien après, peut-être jusqu'à 1700, 1800, ou peut-être des époques plus proches de nous, la circulation était très facile. Les textes, les personnes, les concepts voyageaient à travers des lettres, à travers des boîtes de médicaments, à travers des ouvrages. Les médecins se déplaçaient. Et cela est vrai pas seulement pour la médecine, mais pour l'astronomie, les mathématiques, etc. Et il faut rappeler que ces médecins se fréquentaient, leur appartenance géographique avait très peu d'importance. Les divisions territoriales n'étaient pas du tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les animosités, les envies de concurrence n'étaient pas du tout ce que nous avons aujourd'hui. Il y avait d'autres terrains de concurrence, d'autres terrains d'animosité, d'autres espaces pour être en compétition. Mais ce que l'historien, l'historien de la médecine en particulier dans mon cas, doit penser, c'est ne pas transposer les sentiments de compétition que nous vivons aujourd'hui à des époques reculées. Donc, ces savants, quelle que soit leur aire géographique de naissance, quelle que soit leur langue vernaculaire, échangeaient ensemble. Et on appelle cette civilisation arabo-musulmane, alors que tout le monde n'était pas arabe et tout le monde n'était pas musulman. Mais pourquoi arabe? Parce que la langue qui permettait les échanges était la langue arabe. Les autres langues sont rentrées bien après. Avicenne a commencé à écrire, Avicenne mort en 1037 a commencé à écrire en persan, mais pour la majorité des échanges, très tardivement, on écrivait en arabe. Et dans le cas du savant que nous avons étudié, toutes ses œuvres sont écrites en arabe. Il est mort en 925, Razi, donc l'écrit persan pour les textes scientifiques n'est pas encore commencé à la mort de Razi. Les poèmes sont écrits, mais pas les textes scientifiques. Voilà, sur ces propos, j'ai fini mon exposé et j'espère avoir permis d'aimer
ce monde de savants et de médecins pharmaciens de l'époque médiévale qui échangeaient entre eux et qui avaient en permanence la notion de doute, d'hésitation, qui n'hésitaient pas à se critiquer. Il y a des critiques fort violents entre médecins, mais ça n'empêche que ça circulait et les médecins échangeaient. Merci de votre écoute, merci aux organisateurs et merci à toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette petite discussion avec vous. À bientôt.